merci de suivre les programmes de la télévision africaine, la chaîne du continent. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau de questions et débat M. Abdou Khadre Fofana, coordonnateur du PASTEF, le parti au pouvoir dans le nord du Sénégal, plus précisément à Dagana. Par ailleurs, il est le président du conseil d'administration Sonaget, une structure qui s'occupe des questions environnementales. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique, du retrait des bases militaires au Sénégal, entre autres sujets. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, Madame Fatou Fati. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à travers votre chaîne. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. Fofana, vous êtes cadre du PASTEF, vous êtes le parti au pouvoir. Alors, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel fort à la réconciliation pour tourner la page des divisions. Quelle est votre lecture par rapport à ce message? Est-elle suffisante pour apaiser les tensions politiques? Bon, je trouve que c'est le type de message qu'on attend d'un président de la République parce qu'on sait que la paix, elle est extrêmement importante pour pouvoir bâtir quelque chose de solide. Et comme vous avez pu le remarquer, même le président, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, quand ils vont quelque part pour vendre l'image du Sénégal, ils disent que c'est un pays stable. C'est un pays qui n'a pas connu des tensions qu'on a pu connaître ailleurs en Afrique. Donc c'est un message extrêmement important. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais aussi, comme on le dit, la paix dans la justice aussi. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et les anglophones le disent souvent, no peace, no justice, no peace. Donc sans justice, il n'y a pas de paix. Donc je pense qu'il faut de la paix, de la stabilité, mais aussi de la justice. Parce que la justice contribue à maintenir la paix. D'accord. Alors, certains voix s'élèvent pour dire qu'il y a des divergences entre le président de la République et le Premier ministre, son Premier ministre Ousmane Sonko. En tant que responsable politique, craignez-vous que ces tensions puissent fragiliser l'action gouvernementale? Non, pas du tout. Je ne pense pas. Et puis je trouve que les divergences, c'est quelque chose de normal. Mais ce qu'il faut peut-être éviter, c'est la dissension. Et j'ai l'habitude de le dire, même entre père et fils, parfois, on a des opinions différentes. Mais après, il faut transcender ces divergences-là et avancer. Mais c'est des choses qui sont inhérentes à la nature humaine et qu'on peut comprendre. D'accord. Alors, quel rôle doivent jouer les partis politiques, y compris le PASTEF, pour accomplir ce projet de réconciliation pour garantir vraiment une stabilité durable? Bon, le rôle que doivent jouer les partis politiques, je pense c'est surtout contribuer à maintenir un climat stable, un climat de paix. En fait, il faudra toujours continuer à gouverner. Le parti au pouvoir doit continuer à gouverner. Les partis d'opposition aussi doivent continuer à s'opposer. Mais s'opposer de manière positive. Parce que, en fait, une opposition de qualité aide le pouvoir. Ça l'aide à voir ses failles et à les améliorer. Donc je pense que dans ce sens-là, avoir une opposition, c'est une bonne chose. Mais le parti au pouvoir aussi, et vous avez vu certainement récemment, on a lancé ce que nous appelons le Conseil national au niveau du parti. Je pense que aussi ce sera, comme le Premier ministre l'a dit lors de cette cérémonie, ce sera l'Assemblée nationale du parti. Je pense que quand on a ces cadres de discussion aussi, ça aide beaucoup, ça permet d'échanger et aussi d'aider le président de la République. Parce que moi, je pense que quand vous avez un président de la République, vous ne devez pas le laisser à lui seul prendre les décisions, mais il faut le faire dans un cadre de concertation. Comme ça, ça peut beaucoup l'aider. Le parti peut l'accompagner dans ce cas-là. C'est pour cela aussi je salue cette initiative-là et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourra avoir des orientations adossées à notre vision et accompagner aussi le président de la République dans ses tâches. D'accord. Certains disent que depuis l'avènement du PASTEF, ce qu'on redoutait, ce qu'on critiquait avec l'ancien régime, aujourd'hui on le voit avec l'arrestation de certains opposants et de certains chroniqueurs aussi. Que répondez-vous à cette question? Bon, je pense que les Sénégalais peuvent apprécier. On sait que la situation s'est nettement améliorée, le climat politique s'est nettement amélioré.
Cela ne veut pas dire, j'ai l'habitude de le dire, hein, nous sommes favorables à une liberté d'expression et le Sénégal en fait est un pays de liberté d'expression. On ne peut pas revenir en arrière par rapport à ça. Mais quand même, la liberté d'expression rime avec responsabilité aussi. Donc il faut que les gens soient responsables dans leur prise de parole, dire ce qui est vrai, dire ce qui est utile. Je pense que ça aussi c'est extrêmement important, sinon ce serait de l'anarchie. Et l'anarchie, je ne pense pas que ça puisse exister dans un pays normal. D'accord. Certains Sénégalais demandent le remaniement. Vous, en tant que coordonnateur et responsable du parti PASTEF, est-ce que vous pensez qu'il est temps de faire le remaniement pour essayer de changer l'équipe? D'autant plus que le Premier ministre a demandé à ce que les choses bougent. Voilà. Bon, je pense que c'est aux plus hautes autorités d'apprécier la situation et de voir s'il y a lieu de remanier ou non. Mais nous, à notre niveau, on est mal placé pour l'apprécier. Mais je pense qu'eux, ils font la lecture de la situation. S'ils sentent la nécessité de faire un remaniement, je pense qu'ils le feront. Parce que, comme le Premier ministre l'a dit, hein, quand il s'agit du Sénégal, il n'a pas d'état d'âme. Et aussi, on veut une équipe qui gagne, on veut des résultats. Donc, s'il y a des gens qui ne peuvent pas produire le résultat escompté, dans ce cas, je pense qu'ils prendront leurs responsabilités pour les remplacer. D'accord. Alors, sur le plan économique, le Sénégal fait face à des défis majeurs, entre une dette publique élevée, une note souveraine dégradée et les attentes sociales. Alors, la dégradation de la note souveraine par SEP et les contraintes budgétaires inquiètent. Pensez-vous que le gouvernement a les marges pour tenir ses promesses de justice sociale? Oui, nous le pensons dans le long terme, bien sûr. Parce que vous savez, détruire c'est plus facile que bâtir, c'est plus facile que bâtir. Bâtir, ça prend du temps. Donc je pense qu'il faut avoir aussi le courage de le dire aux gens que les choses ne vont pas sortir comme ça, en fait, de manière rapide, comme peut-être, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes, mais ce ne sera pas aussi rapide que ça. Parce que, comme le Premier ministre l'a dit, nous, en venant au pouvoir, on ne pensait pas que la situation était aussi catastrophique. Par rapport à ce que vous disiez tantôt, la dégradation de notre note, mais c'est dû à ça, parce qu'on a eu à faire un exercice de vérité. Et ça nous a coûté ce que ça nous a coûté, mais il fallait le faire quand même, parce qu'on a promis la transparence aux Sénégalais. Donc, comme il a eu à le dire, hein, je vais répéter ces mots. Il pensait que le Sénégal, on était au rez-de-chaussée, alors qu'en réalité, on est au troisième sous-sol. Donc, il va falloir remonter d'abord et commencer à bâtir. Actuellement, nous sommes dans une phase de redressement. Donc, après cette phase de redressement, il y aura une phase de lancement des projets et ensuite le décollage. Mais pour l'instant, on est en train de payer les pots cassés par d'autres. Donc vous voyez ce que je veux dire, les choses ne peuvent pas être aussi rapides que ça. Mais nous espérons qu'avec le temps, d'ici peu de temps, les choses vont changer. Et c'est en train de changer parce que vous avez vu avec la visite du Premier ministre en Chine, les retombées de cette visite-là, le président de la République, vous avez vu récemment la renégociation du contrat avec l'Arabie Saoudite, ce que le Sénégal va gagner comme gain. Et il y a d'autres renégociations encore à venir. Donc nous avons espoir. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire, ce qui nous manquait depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est la volonté politique de ceux qui nous gouvernent. En fait, il y avait un manque de volonté politique. Mais tout le monde, en fait, je ne peux pas dire tout le monde, mais l'écrasante majorité des Sénégalais sait que les dirigeants qu'on a aujourd'hui, que ce soit le Premier ministre ou le président de la République, c'est des gens qui ont la volonté de faire. C'est des gens qui aiment le Sénégal et qui sont prêts à tout donner pour le Sénégal. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut vraiment avoir espoir. D'accord, l'espoir est permis alors. Alors, comment concilier urgence de financement avec la volonté affichée de souveraineté économique, notamment face aux partenaires étrangers? Alors là, voilà. Bon, par rapport aux partenaires étrangers, comme vous le savez, hein, la posture de ce gouvernement, de ce régime, ça a toujours aidé la souveraineté. Ok, nous sommes d'accord pour l'ouverture, mais il faut s'ancrer aussi sur ces valeurs. D'ailleurs, le président Senghor le disait, hein, en fait, il faut s'ancrer de ces valeurs avant de s'ouvrir aux autres. Mais si vous n'avez pas de valeurs, quand vous allez au rendez-vous du donner et du recevoir, vous risquez que de ne recevoir parce que vous n'avez rien à donner.
Donc, nous, dans notre vision, c'est la souveraineté. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui même, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé avec les bases militaires, le démantèlement des bases militaires de la France et tout. Donc, il est temps qu'on prenne nos responsabilités et de cesser de nous prendre comme de gros enfants. Je pense qu'aujourd'hui, depuis 1960, donc plus de 50 ans après les indépendances, vraiment, il est temps de voler de nos propres ailes. Et c'est ce que nos autorités appellent de tous leurs vœux et ils sont en train de travailler sur ça. Mais cela ne veut pas dire qu'on va faire fuir les étrangers et tout. Vous avez vu, avec la Chine est là. C'est notre premier partenaire actuellement. Donc s'il y a des partenaires qui se sentent frustrés par rapport à cette volonté légitime, il y a d'autres qui veulent des coopérations gagnantes. Et nous allons tendre la main à ces gens-là. Et nous avons vu que même ceux-là, en fait, qui étaient contre cette posture, aujourd'hui, emploient nos termes dans leurs échanges. Ils parlent de souveraineté. Vous avez vu quand le président Macron a rencontré le président Bassirou Diomaye Faye, ce qu'on dit avant, c'est les présidents africains qui s'empressaient de tweeter après la rencontre avec le président de la République. Mais on voit que maintenant, c'est le contraire. C'est pour cela, en fait, comme on dit en Wolof, ni da nga war a gëm sa bopp pour que ñeneen ñi respectent la, mais boo gëmulee sa bopp, personne ne te respectera. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette logique-là de dire que ces gens-là, c'est pas des anges, c'est pas des gens, c'est pas des demi-dieux, c'est des hommes comme nous. Ils ont réussi à développer leur pays, pourquoi pas nous? Donc aujourd'hui, nous avons des cadres, les Sénégalais sont dans tous les domaines, mais pourquoi on ne peut pas faire comme eux? Aujourd'hui, je pense que en tout cas, c'est la ligne directrice. D'accord. Alors, la politique étrangère sénégalaise évolue. Retrait des bases militaires, ouverture à de nouveaux partenariats comme la Chine. Quelle est la place du Sénégal dans la sous-région et au-delà? Le retrait des bases françaises est-il l'unique de souveraineté ou retrouver une manœuvre politique, comme certains le disent? Certains disent que c'est une erreur que des bases militaires quittent Sénégal. Comme je vous l'ai dit, hein, en fait, vous savez, je pense que c'est Kant qui le disait, hein, ce qui est grave des fois avec quelqu'un qui a l'habitude d'être esclave, c'est que même quand on le laisse libre, il pense qu'il a besoin du maître pour survivre. Donc pour nous, en fait, il faut rompre avec cette mentalité de coloniser. Parce que, comme je vous l'ai dit, après 50 ans d'indépendance, penser encore qu'on a besoin d'être dorloté pour pouvoir aller de l'avant, je pense que c'est extrêmement grave. Notre compagnonnage depuis la colonisation jusqu'à présent, qu'est-ce que ça nous a servi? La plupart des pays qui sont les plus développés en Afrique, ce sont les pays anglo-saxons. Et vous savez, là-bas, on a tous appris à l'école primaire, c'est le indirect rule. En fait, ce n'était pas l'assimilation comme à la française. Bon, en fait, les gens avaient la capacité d'initiative. C'est pour cela que vous voyez les pays anglo-saxons. Quand vous prenez le Ghana, le Nigeria et tout, ces pays-là sont en train de décoller. Donc, nous, en réalité, qu'est-ce que ça nous a servi d'être dorlotés pendant 50 ans après les indépendances? Je pense que le résultat n'est pas fameux. Donc, il est aujourd'hui temps d'essayer de voler de ses propres ailes. Et comme je vous l'avais dit tantôt, Dieu a doté tous les êtres humains des mêmes capacités. Donc ce qu'ils sont capables de faire chez eux, nous aussi on est capable de le faire chez nous. C'est juste que ce qu'il faut, c'est en fait avoir des leaders visionnaires, mais des leaders intègres aussi. Et ça c'est extrêmement important parce que je pense que ce qui a plombé notre développement depuis 1960 jusqu'à présent, c'est aussi avoir des leaders intègres. Alors, quelle est la place aujourd'hui du Sénégal dans la sous-région, même au-delà de la sous-région aussi? Bon, je pense que le Sénégal aujourd'hui est cité en référence, hein, surtout par rapport à cette révolution pacifique qu'on a pu mener. Aujourd'hui, le Sénégal a le vent en poupe. Donc partout où le président passe, vous avez vu, même le président Donald Trump a fait des éloges sur lui. Donc je pense qu'il faudra, ça c'est quelque chose de magnifique. Et un jour je suivais une émission, je pense c'est à RFI ou je ne sais pas, mais en fait des témoignages, la fierté que les Africains ont par rapport au combat que les Sénégalais ont mené, c'était un combat extraordinaire. En fait, pacifiquement, on est parvenu à renverser les choses, à prendre notre destin en main. Et aujourd'hui, on fait la fierté de toute l'Afrique. Vous voyez le Premier ministre partout où il voyage, le président de la République, on dit d'ailleurs que c'est le plus jeune président de la République qui est démocratiquement élu en Afrique. Je pense que tout ça, c'est des atouts pour nous qu'il faut valoriser. D'accord. M. Fofana, aujourd'hui, la coopération avec la Chine suscite à la fois espoir et inquiétude. Selon vous, comment le Sénégal doit-il encadrer ses partenaires?
Oui, vous savez, le Premier ministre, il l'a dit, hein, en fait, il ne faut pas qu'on soit dupe, hein, penser qu'il ne faut pas remplacer un colon par un autre. Donc, il faut y aller de manière sans émotion, c'est de manière très réfléchie dans chaque partenariat, essayer en fait, de protéger les intérêts du Sénégal. Comme le président de la République l'a fait dernièrement avec l'Arabie Saoudite. Faire en sorte que les Sénégalais trouvent leur compte dans les partenariats que nous contractons. Et quand c'est des projets qui sont installés au Sénégal, faire en sorte que ça bénéficie plus aux Sénégalais qu'à d'autres. Je pense que, en tout cas, c'est dans cette logique qu'il faut voir les choses. D'accord. En plus de ses responsabilités politiques, notre invité Abdou Khadre Fofana préside aussi le conseil d'administration de la SONAGED, une structure au cœur des enjeux environnementaux. Alors, la gestion des déchets est un défi majeur pour nos villes et nos campagnes. Quels sont les grands projets portés par le Sénégal, par la SONAGED, pour relever le défi? Effectivement, je suis le président du conseil d'administration de la SONAGED, Société nationale de gestion intégrée des déchets. Vous savez, le conseil d'administration a une mission d'orientation stratégique, mais aussi de contrôle. Maintenant, par rapport à l'orientation stratégique, actuellement, notre défi à nous, c'est de faire en sorte que, parce que nous savons que la SONAGED, pour ce qui concerne le nettoyage, le transport, la mise en décharge, en fait, ça se fait bien. Mais maintenant, il faut aller au-delà de ça. Nous voulons ouvrir l'ère de la valorisation des déchets. Et c'est ça notre plus grand défi aujourd'hui, en tant que président du conseil d'administration, faire en sorte que la montagne qui est en Mbebes devienne une souris. C'est-à-dire que transformer ces déchets-là, créer beaucoup d'emplois pour les Sénégalais, mais aussi avoir moins d'impact sur l'environnement. Donc actuellement, je dirais que c'est le plus gros de nos chantiers. D'accord. Quel obstacle alors rencontrez-vous sur le terrain pour atteindre l'objectif Sénégal zéro déchet? On n'est pas trop, nous, dans la gestion quotidienne, mais quand même, nous constatons des choses comme tout Sénégalais. Et surtout, la remarque que j'ai faite, et je vois beaucoup désespérés par rapport à ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité qui m'est offerte pour lancer un message par rapport à ça. Vous savez, il faut qu'on change les mentalités. Souvent, les gens désespèrent de notre génération. Ils disent, nous, avec cette génération, c'est foutu. Il faudra mettre l'accent sur les générations à venir et tout. Mais moi, je ne crois pas à ça. Et j'ai l'habitude de dire que les prophètes, ils viennent pour changer les mentalités des personnes de leur époque. Ils n'attendent pas les générations futures. Donc, nous, notre défi aujourd'hui, dans ce sens, c'est de changer les mentalités des Sénégalais de notre génération. Nous n'avons pas à attendre les générations futures. Et je pense que l'être humain, naturellement, aime la propreté. Donc, pour moi, il faut convaincre les gens, il faut aller vers les gens, leur expliquer, en tout cas, l'importance de maintenir un environnement propre. Vous savez, quand un étranger vient, si le Sénégal n'est pas propre, il ne va pas nous respecter. Donc aujourd'hui, notre ambition de souveraineté et tout repose un peu sur ces aspects-là. Donc c'est des aspects sur lesquels, en tout cas, on ne doit pas badiner. Et récemment, je me promenais au niveau de la Corniche Ouest. Vous savez, il y a un espace public là-bas. J'ai vu des choses qui m'ont vraiment fait mal. Parce que je me dis qu'on est à la période chaude, les gens vont se promener dans ces endroits-là, mais il faut qu'il y a des poubelles pour pouvoir jeter en fait, les ordures. Donc il faut aujourd'hui que les Sénégalais, en tout cas, aient cette mentalité-là. Et je sais qu'on en est capable parce qu'on a traversé beaucoup de choses, on a fait énormément d'exploits. Donc je profite de cette occasion-là aussi pour sensibiliser les Sénégalais, pour qu'ils fassent plus d'efforts. Là où il y a des poubelles, je pense que c'est faire quelques pas pour aller jeter à la poubelle et tout, ça ne coûte pas cher. Donc vraiment, je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'on s'y mette et qu'on sache que les choses doivent changer. Nous devons entretenir notre environnement pour que demain, quand un étranger vient au Sénégal, qu'il ait envie de venir à nouveau, parce que nous avons beaucoup de sites touristiques à visiter, nous avons beaucoup de choses merveilleuses à faire voir dans ce pays-là. Et pour encourager les autres à venir, il faudrait vraiment qu'on essaie de maintenir notre cadre de vie propre.
D'accord. Alors, le site de Mbeubeus, à un certain moment, les gens disaient qu'on allait délocaliser Mbeubeus. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou bien? Bon, par rapport à ces questions-là, je ne saurais trop le dire, mais bon, peut-être le directeur général, quand vous aurez l'occasion de le rencontrer un jour pour une émission, peut-être il pourra entrer plus en détail par rapport à ça. Parce qu'actuellement, bon, il y a beaucoup de projets qu'on voit concernant Mbeubeus, mais par rapport à la définition, bon, comment dire, par rapport à la solution finale, oui, bon, je ne saurais le dire pour l'instant, mais je sais qu'il y a des projets en cours, des projets de valorisation des déchets qui sont là-bas et des projets vraiment intéressants, que ce soit transformation en énergie et autres. Donc il y a beaucoup d'initiatives en cours et bon, après on verra ce qui sera retenu au final. D'accord. Alors, comment la SONAGED aussi envisage-t-elle de renforcer la collaboration avec les collectivités locales et la société civile pour une gestion plus efficace des déchets? Oui, ça aussi, c'est un aspect très important et vous rappelez les journées de Set-Setal nationales qui ont été, en tout cas, qui ont été mis en stand-by pour le moment parce que le président de la République avait fait une communication là-dessus pour dire qu'on va reprendre sous une autre forme. Mais en tout cas, je trouve que c'est de belles initiatives et qu'il faut aussi vraiment une implication des populations. Et par rapport à ça, bon, moi peut-être ce que je trouve qui est un peu malheureux parfois, ce que j'ai constaté sur le terrain, je vois que souvent on implique les autorités administratives, bon, les AIC et tout, mais on n'implique pas les partis politiques. Et nous savons, nous Sénégalais, le rôle que PASTEF a joué en fait, dans la transformation des mantelets et tout. Si on avait impliqué les partis politiques, moi je pense que même avec mes militants à la base, d'ailleurs même nous, on ne nous invite pas, c'est nous qui venons gratuitement pour aider les autorités, mais nous savons nettement que sans nous, ça ne va pas marcher. Donc je pense qu'aussi il faut impliquer les partis politiques dans ça. C'est bien beau d'impliquer les préfets, les AIC et tout, mais en fait, quand vous allez sur le terrain, vous ne voyez personne. Nous-mêmes, parfois, en tant que responsables politiques, on est obligé de dire à nos militants de sortir. Donc, je pense qu'il faudra réfléchir sur comment impliquer les partis politiques, tous les partis politiques, hein, parce que aussi, c'est des citoyens comme tous les autres. Et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à donner par rapport à ces initiatives-là. Maintenant, vous avez parlé aussi des collectivités locales. Je pense que ça aussi, c'est extrêmement important, parce que normalement, c'est les collectivités locales qui ont en charge la gestion des déchets dans leur commune. Normalement. Mais bon, on voit que maintenant, tout le monde abandonne le travail à la SONAGED. Donc, c'est la SONAGED qui remplace les collectivités. Ça aussi, je pense qu'il faut aller vers des solutions, en tout cas, des solutions qui impliquent davantage les collectivités locales et aussi peut-être des solutions qui permettront aussi à l'État de souffler un peu parce qu'actuellement la SONAGED est très dépendante du budget de l'État et nous, ça fait partie aussi de nos défis. Comment faire pour dépendre moins de l'État? Maintenant, on peut avoir aussi des relations avec les collectivités locales à travers les redevances que peut-être les citoyens vont donner à la mairie et que la mairie va verser pour la SONAGED. Je pense que des initiatives comme ça, ce seraient de belles initiatives. D'accord. Monsieur Fofana, un mot, un message à l'endroit de nos téléspectateurs de la diaspora, les Maliens, la diaspora sénégalaise ou africaine. Ouais. D'abord, vraiment remercier la diaspora pour le travail énorme qu'ils font, le travail de conscientisation, mais aussi tout ce qu'ils font comme aide financière et qui est très utile à nos populations. L'autre message aussi que je vais lancer à l'endroit de la diaspora, c'est de s'impliquer dans le développement de ce pays-là, de toujours continuer à pousser. Parce que vous savez, quand quelqu'un a un regard externe par rapport à vous, des fois, il voit des choses que vous ne voyez pas. Et des fois aussi, nos compatriotes qui sont ailleurs voient de belles choses qu'ils veulent pour leur pays. Donc aujourd'hui, ils doivent accompagner ce régime-là dans ce sens. Je sais que parfois aussi, ils ont des difficultés. Des fois, ils ont des difficultés pour joindre en tout cas des responsables qui sont au niveau de l'État et tout. Donc j'invite aussi ces responsables-là, ces autorités-là à leur faciliter la tâche parce qu'en général, c'est des gens qui concrétisent ce que nous appelons le don de soi. Parce qu'ils n'attendent rien, la plupart du temps, ils n'attendent rien, ils ont leur boulot, ils n'ont pas besoin des postes. Donc ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est d'aider le pays. Donc il faut leur faciliter cela. Et puis nous en avons besoin. Nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est à la recherche d'emploi. Donc en fait,
le nombre de jeunes aujourd'hui qui veulent des emplois, c'est un nombre exorbitant. Aujourd'hui, cette diaspora-là peut nous aider à créer des entreprises. Voilà, c'est des choses qui, pour moi, qui peuvent vraiment aider le pays. Donc moi, vraiment, je fais un plaidoyer en leur faveur parce que récemment, j'étais parti en France, j'ai rencontré des gens qui se plaignaient parce qu'ils avaient des difficultés à pouvoir accéder à des autorités et parfois même ils peuvent postuler pour des marchés, mais après, bon, ils sont évincés d'une manière injuste. Je pense que tout ça, ça mérite vraiment ça mérite en tout cas une analyse en profondeur, voir comment faire contribuer la diaspora à l'ambition que nous avons pour la vision Sénégal 2050. D'accord, M. Fofana, merci beaucoup. La chaîne panafricaine vous remercie vraiment de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie ainsi que vos collaborateurs. Et, vraiment, je vous dis merci et à la prochaine, Inch'Allah. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Merci à mon équipe technique pour le professionnalisme et le dévouement et à Daysen pour la mise en beauté. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonsoir.